Salut Lirza. Salut Agatha. Comment tu vas ? Écoute, je vais bien, très contente du sujet qu'on va aborder ce soir. Ça fait longtemps que je l'attends, parce qu'on en a parlé déjà il y a plus d'1 an, je pense. Ouais. Et en même temps, c'est marrant parce que je ressens plein d'émotions à l'idée d'en parler, je pense. J'arrive pas trop à savoir pourquoi, mais tu sais, il y a des jours comme ça où tu sens que t'as les larmes au bord des yeux. Mais c'est pas désagréable, c'est juste un état comme ça, un peu fébrile. Et toi, comment tu vas ? Moi aussi, je me sens un petit peu remuée et j'arrive pas à savoir si c'est dû au sujet qu'on va aborder ou la vie, tout simplement. Mais en tout cas, je suis très contente d'en parler. Je pense que j'étais pas prête à en parler il y a 1 an et quelques, et là ça a mûri et il est temps que j'en parle. Bienvenue au Poisson sans bicyclette. Merci, c'est trop gentil. Alors quand est-ce qu'on va dire de quoi on va parler ? À la fin. Déjà il y a un titre à cet épisode, donc je pense que les gens le savent. Sinon on fait un titre mystérieux. Oui, moi j'ai un titre. Ouais, c'est quoi ? Égalité, liberté, Beyoncé. Oh, j'adore. Oui. On va parler donc de sororité. Qu'est-ce que ce mot veut dire pour nous de manière intime ? Qu'est-ce qu'il veut dire pour nous en lien avec nos relations avec des autres femmes de notre vie ? Qu'est-ce qu'il veut dire pour nous politiquement ? Et comment on relationne aujourd'hui avec les autres femmes dans ces deux sphères et avec cette notion. Du coup, Agatha, tu voulais commencer par des définitions ? Oui, quand on s'est décidé pour ce thème, on s'est dit que peut-être ça valait le coup, avant de se lancer à corps perdu, de se poser la question de ce que ça voulait dire sororité. Et donc j'ai tapé simplement dans un moteur de recherche quelconque sororité, définition. Et la première chose sur laquelle je suis tombée, nom féminin singulier, sororité, lien entre les femmes, origine, c'est un néologisme basé sur fraternité. Voilà, alors ça c'était déjà, voilà, Lirza soupire. Comme si la sororité était postérieure à la fraternité, comme si c'était un mot créé récemment. Je vais avoir du mal à finir parce que Lirza soupire tellement que ça me donne envie de rire. Déjà, ça m'a trop énervée. C'est jusqu'à quand qu'un mot est un néologisme ? On sait que c'est faux. Et si jamais, je vous envoie aussi à 2 épisodes des couilles sur la table sur la langue française et la soi-disant féminisation de la langue, qui expliquent de manière très claire que ce qu'on appelle aujourd'hui la féminisation des mots, ce ne sont pas du tout des mots masculins qui ont été féminisés, mais ce sont des mots qui existent avec des racines latines, et la plupart, ils ont toujours existé au féminin et au masculin. Et de dire aujourd'hui que sororité, ce serait genre une notion masculine féminisée, ça m'énerve à un niveau, surtout que ce n'est pas qu'une notion féministe contemporaine politique. Les sororités, c'est un terme qui a pu exister pour tellement de raisons dans le passé, y compris les sœurs religieuses. Enfin, il y a tellement de trucs qui ont existé où il y avait un groupe de femmes que ça m'a l'air juste faux de dire que c'est un néologisme, en fait, basé sur le mot fraternité qui a été féminisé. Enfin, oui, comme si dans l'histoire de la Bible, c'est que d'abord il y a eu l'homme et ensuite, avec sa côte, on crée la femme. Exactement. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc c'était déjà un premier énervement, et en plus, l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche sont sexistes, et ils sont éminemment sexistes, et que c'est pas parce qu'on l'a trouvé sur Internet que ça représente la réalité. Donc en fait, t'as tapé sororité sur Google et tu t'es déjà énervée. Je me suis déjà énervée, je me suis dit waouh, comment on va faire pour gérer ce sujet et enfin terminer l'introduction. L'introduction sans fin. Donc je me suis dit que j'allais cliquer plus loin et que j'allais chercher dans un véritable dictionnaire, donc dans le Larousse. Et puis je suis tombée sur une définition un peu plus poussée qui disait qu'en 1, il s'agissait d'une association de femmes de nature religieuse visant à vivre selon un principe de solidarité féminine. En 2, l'organisation d'étudiantes américaines partageant des activités et résidant souvent ensemble, ayant un caractère parfois secret. Sorority. Et en 3, le sentiment d'union et d'entraide entre les femmes, équivalent féminin du sentiment fraternel. Encore une fois, on fonde la définition sur les hommes parce que sinon on comprenait pas de quoi il s'agissait. Et à ce propos de fraternité, tu voulais dire quelque chose, Lirza, non ? Non, mais c'est le fameux liberté, égalité, fraternité, le slogan de la France, qui est très beau, hein, c'est un très beau slogan, mais c'est comme d'habitude, c'est choquant qu'il y a fraternité dans le truc. C'est choquant que moi, ça a mis des années avant que ça me m'étonne. C'est tout d'un coup, j'étais là, non mais attends, là on parle que de masculin, puis on me dit toujours la même chose que, en fait, non mais le masculin porte le neutre, voilà, on porte sur le féminin. C'est pas vrai, c'est pas une question de langue, c'est que vraiment on parle uniquement de fraternité. On vit dans une société où la fraternité existe, la solidarité entre hommes existe, donc ça reflète cette réalité-là, c'est tout, faut arrêter en fait, et c'est choquant. Au contraire de ce que disent les dictionnaires, la sororité n'est pas l'équivalent féminin
de la fraternité. Et c'est Non. ça qui est intéressant dans ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Mais du coup, toi, quel est ton rapport à l'origine aux autres femmes ? Ouais, c'est une excellente question et je pense que c'est la raison pour laquelle j'avais très envie de faire ce sujet. En fait, j'ai réalisé, et je pense que je l'ai déjà dit dans un autre podcast, dans l'épisode Cool Girls. Oui, t'adores cet épisode, hein, J'adore cet épisode parce que vraiment, il m'a fait réaliser quelque chose sur moi. J'ai ouvert les yeux sur une partie de cet aspect inconscient de ma personnalité, en tout cas, ouais, qui ne se regardait pas de cette façon-là à ce moment-là, qui était flattée d'être mise en opposition aux autres femmes sans pour autant ressentir de véritable concurrence vis-à-vis d'elles. Donc j'ai jamais été dans une opposition directe ou dans une rivalité, mais par contre je me suis toujours sentie flattée quand on me disait toi t'es pas comme une meuf, toi t'as de l'humour, et du coup ce sexisme intégré je l'avais quand même. Donc ça veut dire que tout ce qui s'associait au féminin était pour moi inférieur, quoi. Et j'ai mis du temps à me rendre compte de ça, et j'ai mis d'autant plus du temps à me rendre compte de ça que quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à vivre des expériences amoureuses, des expériences professionnelles entourées avec beaucoup d'hommes, j'ai commencé à vouloir m'entourer de plus en plus des femmes et d'avoir besoin de leur présence et de me rendre compte que c'était auprès d'elles que je me sentais en sécurité, que c'était auprès d'elles que je pouvais exprimer mieux mes émotions, etc. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur la sororité à ce moment-là parce que je ressentais vraiment une espèce de solidarité presque naïve et une envie d'être proche des femmes, d'être dans leur intimité et de pouvoir échanger avec elles. Ça, c'est ma raison. Et toi, Lirza ? Moi, j'ai une question pour toi parce que j'y ai réfléchi depuis que tu m'as dit ça. J'étais comme toi, c'est-à-dire j'étais là, moi je suis pas en compétition avec les autres femmes. Je suis tranquille, j'aime les autres femmes. Quand une autre femme est belle, j'adore le dire, elle est trop belle ou elle est trop cool, tout ça. Mais comme toi, j'avais ce complexe de la cool girl. Je prenais comme un compliment quand j'étais trop cool, quoi, selon mes standards masculins. Mais en fait, tu penses pas que c'est avant tout parce qu'on est deux femmes privilégiées, c'est-à-dire on est dans les standards de beauté, on est blanche. J'étais à l'aise académiquement, donc au taf aussi du coup. Je pense que ce que j'ai cru longtemps être une non-compétition, c'était simplement une position confortable dans la compétition. Oui, en fait, c'est l'expression de la domination. Exactement. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, si j'avais pas été valide, si j'avais pas été blanche, si j'étais pas venue d'un milieu éduqué, considérée comme belle, j'aurais probablement pas vécu les choses de cette façon-là. En fait, je dominais, j'avais une position de domination inconsciente sur laquelle je travaille, etc. Mais bien entendu que t'as complètement raison. Il s'agit de domination, finalement. Ouais, parce que moi, comme toi, hein, je partage de... Et de l'inconscience des privilèges. Exactement. Ouais. Encore une fois, moi, je croyais que je suis pas en compétition, mais en fait, c'est que j'étais à l'aise, c'est que je gagnais la compétition. Ouais, t'as raison. Non, mais bien entendu. Du coup, moi, mon vécu à moi, pour revenir à ça, moi, j'ai grandi avec beaucoup de filles. Et j'ai 2 grandes sœurs. J'ai une cousine de qui on était très proches. J'avais une meilleure copine et plein de copines dans l'immeuble où je grandissais à Tirana. Mes copines avaient des grandes sœurs qui étaient copines avec mes sœurs. Enfin, vraiment, j'ai évolué dans un réseau de filles qui était assez incroyable, en fait. Et puis, ma mère, elle disait tout le temps, votre chambre, genre, c'était des cris et des hurlements constants parce qu'on était 7 dedans, quoi. Voilà. Je sais pas ce que ça m'a fait. Ça m'a, évidemment, je pense, exposée aux filles et aux femmes, et ça m'a rendue sensible à ça c'est clair. Mais par contre, moi, je pense que j'ai une profonde blessure au niveau de la sororité. C'est que le patriarcat, et j'en suis également responsable, fait qu'à un moment donné, toute cette expérience commune que tu as avec les autres filles va inévitablement se briser parce qu'on est toutes éduquées à ce que nos centres de gravité deviennent des hommes à un moment donné, en fait. Donc, à l'âge où tu commences à avoir des petits copains, ça c'est une chose. Mais après, quand tu deviens jeune adulte, tu commences à avoir des copains un petit peu plus sérieux, carrément, tu te mets en couple et tu finis avec le mec, quoi. Ce changement de paradigme où ton quotidien était jusque-là clairement construit par ces relations trop cool que tu avais avec des autres filles, ben tout d'un coup ça se brise au profit des hommes. Moi j'ai vraiment cette image où tout d'un coup on est dispersé et on est rangé chez les mecs, en fait. Et ça, c'est que ce soit en couple hétéronormatif ou que ce soit même au taf, parce qu'on connaît la situation du travail, la plupart des patrons c'est des hommes et la plupart des directeurs c'est des hommes. En fait, on rejoint la compétition pour trouver un homme, pour trouver un taf, pour toutes sortes d'approbation masculine. Je pense que j'ai été très blessée par cette expérience. Je l'aurais jamais pu verbaliser comme ça il y a encore 5 ans. Bien sûr que je peux te dire aujourd'hui que j'ai été blessée par le patriarcat, ça c'est rien de neuf. Mais aujourd'hui, moi je me sens blessée par les femmes. C'est une déception après l'autre, un cœur brisé après l'autre de voir des femmes dans ma vie qui tout d'un coup changent leurs priorités de manière tellement radicale au profit d'un mec ou d'une relation hétéronormative ou d'une famille hétéronormative
que je me suis sentie souvent abandonnée en fait, et souvent, voilà. Donc moi j'ai une blessure assez profonde au niveau de la sororité dont je vais parler plus en longueur après. Donc en fait, c'est vraiment le fait qu'à un moment, tu n'es plus leur priorité, ou comment ça s'exprime exactement ? Enfin, elles ont disparu du jour au lendemain de ton univers. Ouais, il y a des degrés de comportement. J'avais clairement des potes que dès qu'elles se foutaient en couple, elles disparaissaient. Tu pouvais plus les voir pour boire des verres ni rien. Elles étaient juste 100% dispo pour leur mec. Donc ça, c'était un peu le cas extrême. Il y avait des potes qui étaient pas comme ça, mais juste, ça s'exprime tous les jours. Tout d'un coup, tu la vois, elle te parle que de son mec. Tout d'un coup, tu parles de comment elle va s'habiller ce soir quand elle va voir son mec, alors qu'il y a 2 ans, tu parlais d'autre chose. Tout votre univers tourne autour de ça, en fait. Et après, moi, l'image que j'ai, c'est vraiment le centre de gravité. C'est que si avant, on était l'une et l'autre 2 centres de gravité comme ça qui relationnons, tout d'un coup, elle a un autre centre de gravité, et moi, soit j'orbite autour avec elle, soit c'est bye-bye. Ouais. Tu me dis ça, la vision que j'ai, c'est un peu ce truc du champ des possibles qui se restreint. Tu sais que tant que les hommes sont pas là, t'as l'impression que tu peux regarder de tous les côtés. D'un coup, je vois ce truc, tu sais, de champ de vision, quand tu mets des œillères ou que tu rentres dans un tunnel, tu deviens monomaniaque ou dans l'incapacité à encore réfléchir par toi-même. Ça me parle vraiment ce que tu dis aussi dans le fait de voir tes amies aussi se transformer dans ce qu'elles sont profondément, c'est-à-dire d'adopter des attitudes, des tics verbaux, des façons d'agir, des opinions qui ne sont pas les leurs. Ça veut pas dire qu'on peut jamais changer d'avis, mais qui sont tellement calquées sur celles de l'homme que t'as l'impression qu'en fait, elles ont juste eu un brainwashing. Elles n'existent plus. Ouais, c'est ça, exactement. L'homme s'est substitué à elles. Ce que tu dis, ça me parle et ça me touche aussi parce que c'est vraiment une blessure pour moi. C'est vraiment juste, comme tu dis, l'appauvrissement du champ des possibles. Et pour moi, c'est un peu mortifère, en fait, parce que elle est où la vie là-dedans ? Tu dis adios à la vie, je suis navrée. Hein. Parce que t'es plus toi-même, comme tu dis. Ou le nombre de meufs que moi je connais qui disent « nous avons aimé le film », qui me disent plus qu'elles pensent du film. Ah, le nous. Ouais. Et qui me racontent des trucs de leur mec qui sont même pas intéressants. Ça veut pas du tout dire que tu peux jamais parler de ton mec, c'est pas du tout ça, mais me dire que ton mec a un nouveau pull, j'en ai rien à foutre. Mais c'est que juste en fait il est tellement le centre de ton centre de gravité que tu crois que c'est légitime de m'en parler. Pour quelqu'un qui écoute ce podcast, c'est pas une surprise, mais j'ai une grosse blessure là-dessus, ouais. Tu veux nous raconter comment ça se passe dans la pop culture, parce que c'est vraiment toi la spécialiste de cet aspect-là. Alors j'aimerais dire que la spécialiste de cet aspect-là, c'est quand même Coraline. C'est vrai. J'aimerais pas détrôner Coraline. Pour avoir regardé les Grammy avec vous deux, j'avoue que Coraline était un puits de science de pop culture. Merci pour toutes tes explications, Coraline. Pour moi, il y a 2 aspects qui me touchent encore aujourd'hui. Ça a été le cas en grandissant, mais c'est encore le cas malheureusement aujourd'hui. C'est comment on voit la relation entre les femmes à l'écran, que ce soit dans les films, dans les séries ou même dans les vidéoclips, voilà. Et aussi, comment on traite les célébrités, les stars féminines aujourd'hui. Comment on en parle, comment on parle d'elles, comment on met les stars les unes contre les autres et puis tout ça. Et j'aimerais dire quelque chose qui m'a frappée quand j'ai regardé The Queen's Gambit, la série. Ah oui, oui, j'ai adoré. Oui, et puis il y a une scène trop magnifique à la fin, quand elle gagne en fait le tournoi en Russie. Ouais. Et quand elle gagne, les mecs explosent, sautent au plafond et ils célèbrent pour elle. Et ça m'a trop touchée. En fait, mon petit cœur blessé avait vraiment besoin de cette scène, parce que je pense que j'ai jamais vu, ni dans la vie, ni à l'écran, un groupe d'hommes qui célèbrent une femme. Et je vais expliquer ce que je veux dire. On voit souvent des mecs solidaires entre eux, la fraternité. On va voir des femmes qui sont solidaires avec les mecs, qui vont les célébrer, qui vont tourner autour d'eux. On voit jamais des mecs solidaires envers les femmes, et on voit bien sûr pas de femmes solidaires entre elles. C'est quelque chose qui reflète complètement notre état des lieux psychique en fait, parce que moi ça m'a pas choqué pendant longtemps, et ça m'a touché dans The Queen's Gambit. Des mecs solidaires envers les femmes, déjà t'oublies, c'est vraiment never. Même quand t'as des femmes solidaires entre elles à l'écran, c'est des espèces de trucs factuels, genre des groupes activistes, ou une équipe de sport, quelque chose, mais c'est jamais affectif. Ou alors c'est parce qu'il y en a une qui a pécho un mec et qui va se marier. Et là, elles font toutes... Oui, exactement. Bah oui, elle la célèbre. Donc c'est le mec qui rentre dans la vie, et là on est contente parce qu'enfin ta vie prend du sens. Mais en dehors, exactement, mais en dehors des mecs, t'as pas de scène affective, genre trop touchante. T'en as un petit peu maintenant, ça commence. Mais quand je grandissais, t'avais pas ça. Et c'est vraiment dur. Et il y a aussi cette série, je sais pas si tu l'as vue, elle s'appelle Mrs. America. Je sais pas si t'as vu. C'est une mini-série qui est intéressante, qui a sa valeur. Je l'ai vu. T'as vu? C'est génial. Sur Gloria Steinem, ouais. C'est de l'activisme qu'ils ont fait pour légaliser l'avortement. Et la série, elle est cool, mais en fait, elle est complètement encadrée comme si c'était une gay
guerre de deux factions de femmes, une conservatrice, une féministe, alors qu'en fait la réalité, l'histoire, c'est la guerre avec les lobbies des assurances et la guerre avec les mecs en fait qui voulaient pas légaliser l'avortement. Mais on vient framer l'histoire comme si en fait de vrais obstacles de la légalisation de l'avortement aux États-Unis dans les années 70, c'était les guerres internes entre femmes. Donc c'est ça qu'on montre à l'écran. Et quand t'es biberonné avec ça, c'est vraiment très dur. Carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense à plein de scènes pendant que je t'écoute. La nouvelle qui arrive au lycée dans les comédies américaines où il y a la nouvelle qui est habillée hyper court, qu'on regarde des pieds jusqu'à la tête, qui est beaucoup trop belle et du coup toutes les filles la détestent dans la seconde. Que des images de rivalité de femmes. Exactement. Je sais pas, quand il y a des problèmes de couple, il y a toujours une autre meuf plus belle, plus jeune. On passe notre temps à nous dire en fait tous tes problèmes vont venir d'une autre femme, quoi. T'as aussi ce film qui est très connu, qui est Mean Girls, enfin bref, des exemples que t'as cités, il y en a des... Et aujourd'hui encore, je parle de pop culture, mais c'est pas que dans la pop culture, on adore mettre les femmes célèbres les unes contre les autres. Par exemple, on adore comparer Beyoncé et Taylor Swift, qui sont deux artistes monstres puissantes, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, parce qu'elles font une musique ultra différente, avec une approche monstre différente, avec un public différent, mais aussi qui est en commun, des fois. J'adore parce que elles ont compris ça. Et du coup, elles ont décidé de faire quelque chose qui est trop ouf, c'est que plusieurs fois, l'une va soutenir l'autre. Par exemple, quand il y a une première d'un film de concert ou des choses comme ça, elles postent sur Instagram des photos ensemble pour dire aux gens, en fait, il n'y a pas de rivalité, les gars. On est les deux incroyables, en fait. Et ça calme aussi les fans. C'est assez drôle, vraiment, tu vois, dans les chaînes YouTube de fans, dans les réseaux, on a une relation diplomatique entre... C'est trop marrant. Ouais, parce que moi, je suis Beehive, moi, je suis très fan de Beyoncé. Mais je suis des chaînes, tu vois, qui suivent Taylor Swift et tout ça. Et des fois, c'est littéralement exprimé comme ça. La Beehive et nous, on a une relation diplomatique respectueuse. Et c'est un travail de longue haleine. Et les fans sont conscients, tu vois. Mais justement, je trouve qu'un des trucs qui m'a beaucoup réconcilié, qui m'a fait découvrir le fait qu'il pouvait y avoir justement des rapports d'admiration et d'être dans des choses plutôt bienveillantes et tout, c'est dans la pop culture, c'est cette façon d'exprimer quand on a du respect pour une femme, de dire que c'est la queen. Ça m'a vraiment touchée profondément. Ouais. J'ai trouvé ça trop beau de décréter que des femmes sont des reines parce qu'on les trouve super et parce qu'elles sont des modèles pour nous et parce qu'on est... en tant que femme, trop contente qu'elles existent et reconnaître ce qu'elles ont apporté dans la vraie vie, en fait. Ouais. Parce que la pop culture, c'est ce à quoi on est biberonné et c'est ce qui nous permet aussi de trouver des modèles, des nouveaux identifiants et donc d'être dans... Voilà, donc quand ces deux femmes-là, qui sont des puissances incroyables, font un pied de nez à tout le monde en disant, en fait, on est potes... Et en fait, on se remercie mutuellement et puis on apparaît en public. Et puis, pour moi, c'est trop beau. C'est vraiment émouvant, en fait. C'est marrant. Moi, ça me touche aussi. Et je te racontais, parce qu'on dit pop culture et les gens adorent abaisser la pop culture. Mais en fait, ce magazine qui est très connu, Philosophie, qui est un truc érudit et de cultivé, il y avait une couverture. Vraiment, il y avait une espèce de ligne au milieu. Puis il y avait Simone Weil d'un côté et Simone de Beauvoir de l'autre. Et il y avait une espèce de comparaison. Moi, j'étais là, mais c'est quoi la similarité entre les deux, à part qu'elle s'appelle Simone? Ah ouais. C'est de la merde, je suis navrée, c'est de la merde. Compare Simone de Beauvoir à Jean-Paul Sartre, c'est des deux philosophes existentialistes. Qu'est-ce que tu fous? Quand est-ce que tu vois une couverture de magazine qui met Nietzsche à côté de Sartre? Ça n'arrive pas. C'est vraiment comme si on ne pouvait exister que dans l'opposition, quoi. Bah, histoire de diviser pour mieux régner, quoi, le classique. Lirza, je te trouve super. Merci, moi aussi je te trouve super, Agatha. Et puis voilà, donc je voulais juste faire un mot là-dessus, en fait, parce que on a été biberonné avec ça, c'est d'une grande violence. Encore aujourd'hui, quand j'entends des trucs sur Beyoncé qui sont d'une agressivité gratuite, je suis là, mais c'est quoi votre fucking problème, en fait? Pourquoi vous adorez descendre une meuf qui est incroyable? Et de plus en plus, donc on voit des belles réactions, et ça fait du bien. Et j'ai aussi beaucoup aimé la réaction de Pink, quand on lui a dit récemment, dans un entretien, on lui a dit... Tu penses quoi du nouveau visage de Madonna? Parce que Madonna, je sais pas, s'est fait faire des trucs dans le visage. D'accord. Puis les gens ont dit c'est moche. Puis elle a dit vraiment c'est ça la question que tu veux me poser, alors que Madonna en fait elle a fait tellement pour nous, toutes les pop stars, grâce à elle on est capable de faire ça aujourd'hui, et toi tu me parles de son visage. Enfin, elle a vraiment remis à sa place le journaliste, j'ai trouvé ça super. Ah ouais. Et puis d'ailleurs quand tu parles de pop culture, tout à l'heure je farfouillais dans mon téléphone parce que une bonne copine m'a conseillé un documentaire qui passe gratuitement sur Dailymotion. Ok. Ça s'appelle Brainwashed et ça parle justement de la façon dont les femmes sont filmées à l'écran. Ça s'appelle Le sexisme au cinéma, c'est une vidéo qui date de 2022. Okay. Une femme réalisatrice fait conférence à des personnes qui visiblement sont des étudiants et des étudiantes en cinéma et qui explique comment le male gaze construit la femme objet. Et en fait, ce que tu me racontes là, ça me fait me rendre compte aussi que nous aussi on prend les femmes pour des objets quand on se sent menacé par elles. C'est que à force de voir des femmes qui sont découpées par leurs genoux, leurs jambes, leurs seins, leur cul, quand je dis je, c'est moi, une femme,
arriver une autre femme dans la pièce, je vais la découper par son cul, ses seins, son visage, ses cheveux et ses jambes. Et je vais me poser la question, est-ce que c'est un danger pour moi ? Et en fait, c'est fou parce que ce male gaze, il lutte aussi contre la sororité et contre le fait de ne pas se sentir menacé, de ne pas se sentir en rivalité. Parce qu'à force de filmer les femmes de cette façon-là, bah nous aussi, on les regarde comme ça, quoi. Et du coup, on n'a pas d'empathie pour elles et on les humanise pas. Enfin, on Exactement. les objectifie, comme tu dis. Tout ça, ça va à l'encontre du sentiment de sororité et puis de regarder exactement, comme tu dis, les femmes comme des humaines, en fait. Tu m'avais parlé du fait que tu avais réfléchi à tes modèles, de trouver des modèles intergénérationnels aussi. Ouais, moi, ça, c'est un truc qui a commencé un peu ma guérison, quelque part, de la sororité. C'est que... il y a 5 ans, quand j'ai lu Sorcière de Mona Chollet, et ça m'a foutu en l'air. Ça a tout cramé. Tout d'un coup, tu commences à fouiller et tu trouves d'autres livres. Et tu trouves des femmes extraordinaires qui ont existé avant toi, avant Mona Chollet, avant plein d'autres. Commençons par Simone de Beauvoir. C'est assez marrant parce que toi, tu sais dans quelle année elle a écrit Le Deuxième Sexe ? Je vais pas dire une bêtise, mais je dirais les années 50. Pas mal, c'est 49. Ouais, voilà. Moi, j'ai toujours dit genre 60. Et puis, c'est tellement tôt, en fait, qu'elle a écrit ça. Assez marrant parce qu'avant que je lise de Beauvoir, plein de gens m'ont dit « mais tu verras, des fois, elle est agaçante, hein, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, puis des fois elle crache quand même sur les femmes, tout ça. » Donc j'ai ouvert le livre en me disant, j'étais préparée à m'agacer, à être contre Simone de Beauvoir, et vraiment j'ai pas vu grand chose de ultra problématique dedans. Voilà, ça a été quand même écrit en 49, donc on va pas s'attendre à ce qu'elle couvre absolument tout plein de questions qui sont aujourd'hui beaucoup plus d'actualité. Le livre, je trouve incroyable, et puis j'ai découvert tellement de féministes, j'ai découvert des féministes afro-américaines, j'ai fini par lire toute l'autobiographie de Maya Angelou, et en fait, j'ai construit une espèce de sororité intergénérationnelle qui est trop bien parce que ça a contribué à cet effort de humaniser, d'avoir de l'empathie pour les femmes, de les valoriser, parce qu'il y en a qui ont taffé, qui ont lutté pour nos droits aujourd'hui, et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, on voulait parler aussi de sororité, mais pas de nos vies intimes et personnelles, mais on voulait parler de la notion de sororité politique. Est-ce que tu veux nous lancer là-dessus, Agatha ? Je suis obligée un peu de parler de moi pour lancer ce sujet, parce que justement, en voulant corriger mes erreurs du passé et en voulant mettre les femmes au devant de ma vie, avec le constat que c'était avec elles que je vivais la majorité de mes plus beaux moments et de l'intensité et des partages et des moments aussi bien intellectuels que drôles, que émotionnels. J'ai commencé à développer une façon naïve de regarder les choses, à me dire de toute façon les femmes c'est mieux. Et j'ai réalisé bien entendu que c'était tellement naïf parce que j'ai pris tellement de claques avec des femmes qui ne partageaient pas mon avis, et puis qui étaient tout simplement des femmes avec lesquelles je n'avais rien en commun. Et j'ai lu pas mal de choses à ce sujet, et dont des femmes qui prenaient des postures, des femmes, publiques, qui prenaient des postures par rapport à ça, dont par exemple Alice Coffin, qui, quand elle a écrit Le génie lesbien, a été détruite par tout le monde journalistique parce qu'elle tenait des propos anti-hommes. Mais les seuls commentaires qu'on a retenus, que l'opinion publique a retenus et a mis en avant, et les journalistes adorent faire ça justement, comme tu le disais juste avant avec Simone de Beauvoir et Simone Veil, ils ont retenu que les critiques des femmes parce que la société adore les femmes qui se crèvent le chignon. Ouais. Et elle a décidé, j'ai lu un texte d'elle dans un livre qui s'appelle Sororité d'ailleurs, où elle décide d'adopter une posture un peu comme ça, extrêmement droite, de dire je n'insulterai pas les femmes en public parce que je ne nourrirai pas le patriarcat. Alors moi je me suis dit elle est incroyable, j'adore ce qu'elle dit, moi aussi je vais faire ça. Mais du coup c'est venu questionner la légitimité à ressentir que j'avais le droit de me dire que certaines femmes étaient des connasses. Et je les aime pas. Voilà, je les aime pas. Certaines sont racistes, certaines sont juste opposées à moi politiquement, certaines ont des attitudes odieuses. Et du coup je me suis dit mais est-ce que je suis obligée de bannir le mot connasse ? Comment je dois me positionner par rapport à ça ? Il y a beaucoup de moments où ça me brûle les lèvres, quoi. Où vraiment je le ressens. Donc je me suis dit, bon, ok, alors je vais pas le dire en public. Je vais le garder pour moi. Mais c'est quoi public pour toi ? Pour Alice Coffin, c'est une personne publique, donc voilà. Je veux pas dire que t'es pas une célébrité, Agatha. Ah bon ? Ça pose la question, qu'est-ce que c'est public ? Parce que moi, c'est une question qui me brûle aussi. Mais déjà, à une toute petite échelle, le public, c'est le commérage de la pause café. Mais oui. Dès qu'une femme quitte la pièce, de dire, non mais celle-là, quand même, je sais pas, je me souviens d'avoir assisté à des conflits de femmes dans mon ancien emploi et d'être allée voir une des femmes et de lui dire, au nom du féminisme,
et pour lutter contre le patriarcat, tu te dois d'arrêter d'insulter l'autre meuf et d'aller voir tout le monde pour lui dire à quel point elle est conne. Elle t'a envoyé péter? Elle m'a envoyé péter, elle m'a dit non mais attends, elle est trop conne. Et j'étais là, oui, mais tu comprends. Et non, en fait, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, des fois, on a des conflits avec des femmes et on a le droit de vouloir les résoudre. La question, c'est un peu comment on fait pour les résoudre. Donc, une fois que je suis sortie de cette posture naïve, je me suis dit, ok, bon on va lutter ensemble. La lutte des femmes. Et en fait, il n'y a pas de lutte des femmes. Quand tu commences à t'intéresser à l'intersectionnalité, tu te rends compte qu'il n'y a pas un vécu féminin. Il n'y a pas un vécu féminin. Il n'y a pas la femme. Il n'y a pas la femme, exactement. Il y a les femmes avec tout ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont racisées ou non? Ou est-ce qu'elles sont blanches? Est-ce qu'elles viennent d'un milieu bourgeois ou d'un milieu social plus modeste? Est-ce qu'elles sont valides ou non? Toutes ces questions-là qui venaient s'ajouter. Et puis Bell Hooks m'a vachement aidée pour comprendre ça. D'arrêter de parler de femmes victimes pour lutter. Déjà, moi, je suis pas victime de la même chose qu'une femme noire et qu'il s'agit pas d'avoir les mêmes vécus pour pouvoir lutter ensemble. Et ça, c'était intéressant. Mais moi, je me suis dit, alors comment on fait pour lutter ensemble, quoi? Puis en plus, il y avait cette histoire on n'est pas victime en permanence. C'est pas notre seul vécu de femme que d'être victime. Et puis du coup, ça veut dire quoi? Si moi je suis tout le temps victime, j'aime pas les femmes fortes qui, elles, ne sont jamais victimes. Est-ce qu'il y a un degré de victime qui est plus ou moins louable pour pouvoir lutter? En fait, c'est une parenthèse. Mais quand tu parlais de ça en préparant l'épisode, je me suis rappelé que je déteste le terme de femme forte. Ouais. J'ai pas lu ce que Bell Hooks a dit là-dessus, mais en fait, quand quelqu'un me dit ah oui, regarde tel et tel film, c'est fait par telle et telle réalisatrice, c'est une femme forte. Les gens disent ça beaucoup. Ouais. Et en fait, ça m'agace trop parce que il faut être forte pour être digne d'intérêt, ou il faut être forte pour être digne d'empathie, ou il faut être forte pour être digne d'admiration. Pour moi, le mot, c'est pas la force ni la victime, c'est l'humanisation, c'est l'empathie, et c'est la diversité des vécus. Et c'est ça qui compte pour injecter du lien dans la sororité qui a été brisée, en fait. Parce que je trouve que dans le mot forte, il y a quelque chose de déshumanisation. Ah ouais, elle a de la force, elle a de la résilience, tu vois, et puis c'est bien. Moi, je veux pas que les femmes aient de la force et de la résilience, moi, je veux qu'elles puissent juste être, en fait, et qu'on puisse voir qui elles sont, et qu'on puisse voir ce qu'elles représentent, et ce qu'elles aiment, et ce qu'elles veulent faire, et je voulais juste fermer cette parenthèse, mais vas-y. Ouais, non, mais je comprends complètement ce que tu dis sur la femme forte, et puis, en fait, c'est pas très intéressant ce que c'est être une femme forte. Non. Il y a tout et n'importe quoi derrière, c'est valoriser quelque chose qui ne mérite pas de l'être, parce que si vraiment tu regardes qui représente les femmes fortes aujourd'hui, on est de nouveau dans une forme de domination. Oui. C'est une femme qui est capable, parce qu'elle a probablement les moyens, aussi bien financiers qu'intellectuels et tout, de se sortir de situations qui sont dures, parce que finalement, quoi, les femmes victimes, elles sont pas fortes. Ouais, exactement. Donc, il y a un truc qui se cache derrière du type ce qui tue pas te rend plus forte. Exactement. Ouais, voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Ouais, en fait, ce qui te tue pas te blesse quand même, on s'en fout d'être forte. Ouais. Un peu là où je voulais aller, et j'avoue que je prêche beaucoup pour la paroisse de Bell Hooks, qui m'a beaucoup aidé à trouver des réponses moins naïves et à me dire mais comment je peux agir pour à la fois être inclusive et à la fois être pas naïve, et comment on peut en fait transformer le mot sororité d'un truc un peu naïf de est-ce qu'on est toutes sœurs en fait? Non, en fait on n'est pas toutes sœurs, non, on n'a pas un vécu unique. Comment on peut le transformer en outil politique? Parce qu'il y a pas mal de penseuses féministes qui disent qu'en fait la sororité c'est un outil politique. C'est pas une sensation que tu as vis-à-vis d'une autre femme, parce que dès que tu essayes de trouver un vécu unique, tu te tires une balle dans le pied. Et moi ce que j'aimais bien avec Bell Hooks, c'est que pour elle, la sororité politique, elle est nécessairement politique, et pour fonctionner, il faut prioritairement que la lutte première soit la lutte contre le sexisme, ainsi que la lutte contre le racisme, parce que pour elle, le sexisme et le racisme sont éminemment liés, et je trouve trop intéressant comment elle fait cette démonstration. Elle explique que, initialement, les femmes, leur lutte contre le sexisme, c'est de pouvoir contrôler leur corps. Ouais. Or, dans les principes suprémacistes, on veut préserver la race et donc avoir un contrôle des corps des femmes. Et donc, ça fait une boucle et c'est incroyable parce que du coup, si tu contrôles les corps des femmes blanches pour préserver la race, t'as une attitude raciste et donc tu ne peux pas délier le racisme de la lutte sexiste. Et j'ai trouvé ça incroyable de faire cette boucle-là. Et le troisième point, pour elle, c'est de lutter contre le classisme. Parce que la domination des femmes blanches sur les femmes noires, même si le patriarcat est le fait des hommes, les femmes y participent en étant l'interlocutrice immédiate du personnel de maison, par exemple, en dominant les femmes noires qui sont chez elles et qui sont traitées comme des personnes qui sont à leur service et qui sont dominées, quoi. Sans cet aspect classiste, on ne pouvait pas trouver de sororité politique. Moi, j'ai envie de rajouter
le validisme, mais peut-être qu'il est quelque part mis là-dedans. Mais en tout cas, je trouve que ces fondements d'intersectionnalité, ils sont éminemment justes. Et puis après, toute la question est comment je mets ça en œuvre pour que ça marche, quoi. Dans le classisme, il y a aussi ce truc où les femmes blanches pensaient que les luttes féministes leur appartenaient. Ouais, tout à et fait. disaient non mais nous on aimerait bien des noirs ou des femmes non blanches, comme si elles voulaient bien du personnel de maison pour venir nourrir quand même le fait qu'elles étaient pas racistes. Et ça c'est aussi une façon classiste et raciste de se positionner. Et du coup vraiment de réfléchir là-dessus et de garder ça à l'esprit pour ne pas avoir ces attitudes de c'est moi qui décide qui peut venir lutter avec moi. Et j'aimerais ajouter aussi les personnes trans, parce que les TERF, c'est-à-dire les féministes trans exclusives, je sais pas comment ça se dit en français, TERF, trans exclusive radical féministe, un truc comme ça. C'est vraiment un gros sujet actuellement. C'est un type de sororité exclusif qui du coup bloque un certain nombre de vécus. Ça me fait penser à une discussion que j'avais avec Rabab, une ancienne invitée de l'épisode Au-delà du foulard. Mais c'est pas dans l'épisode, c'est plus tard qu'on a discuté de ça. Et disait qu'elle en avait marre de la figure de la sorcière. Moi je parlais du fait qu'en Albanie il n'y a pas eu la chasse aux sorcières de la manière dont elle a existé en Occident, c'est-à-dire vraiment le bûcher, les femmes brûlées dans la cour, quoi. Et il disait moi j'aime pas la notion de la sorcière parce que c'est devenu une espèce de figure centrale à laquelle on doit toutes se reconnaître, alors que franchement il y a plein de femmes qui se reconnaissent pas du tout dans cette figure-là, soit parce qu'elles ont pas ça dans leur passé historique, dans leurs antécédents historiques, soit parce que pour plein de raisons t'es pas sensible à ça. Mais c'est censé être un truc fédérateur, mais du coup ça devient excluant. C'est excluant, ouais, je suis d'accord. Mais pour revenir sur les TERF, je partage ton avis. Moi j'avoue que quand j'ai lu ce texte, je me suis dit qu'elles entraient dans la question de la lutte contre le sexisme. Parce que finalement, être anti-trans, c'est avoir une attitude sexiste, quoi. Pour toi. Ouais, pour moi. mais c'est clair. Mais tu fais bien de le préciser. Ouais. Pour moi, c'est tellement inclus dedans. Non, je comprends. Toi, tu mets tout dans des minorités de genre et puis tu dis c'est sexiste. Voilà, exactement. Moi, j'aimerais dire un truc par rapport à la sororité politique, en fait. J'ai vécu des choses très similaires à toi. Ce truc de je cracherai plus jamais sur une autre femme. Même pas dire une connasse. Je n'oserais même pas critiquer une autre femme. Moi, j'ai des copines qui m'ont blessée. J'ai encore mauvaise conscience de le raconter à d'autres copines, tu vois, parce que j'ai l'impression que je fais du crépage de chignon, que je crache sur une autre femme, enfin tout ça, vraiment, je le vis très mal. Et il y avait ce truc, faut qu'on soit tout ensemble pour la cause. Et en fait, quand j'ai vu l'existence des TERF, j'ai dit non. En fait, non. Vraiment stop. On peut pas être ensemble. Et puis c'est ok. Et d'ailleurs, c'est juste une connerie immense d'oppression de demander aux femmes qu'elles soient un groupe homogène. C'est vraiment un truc de continuer de diviser pour mieux régner, de dire aux femmes, vous êtes nuls, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Déjà, ouais, c'est vrai, c'est dur de se mettre d'accord, mais c'est dur de se mettre d'accord pour tout le monde. T'as déjà vu un parlement rempli de mecs, comme ils s'engueulent, comme ils se tapent dessus, enfin je veux dire, voilà, malheureusement c'est comme ça. En plus, on a un historique, on a été divisé historiquement, donc en effet, je pense qu'on a de la peine aujourd'hui à s'humaniser, à être en sororité. Si c'est vrai, on peut l'accueillir, et puis c'est comme ça, pas besoin de se haïr pour ça. Je peux pas être féministe et accepter qu'il y a des femmes qui sont contre les personnes trans ou les personnes non binaires, déjà. Parce que pour moi, ça c'est une immense connerie. Si tu es d'accord d'exclure d'autres personnes, mais tu te bats pour tes droits à toi en tant que femme, t'es en train de dire que moi aussi, je veux des privilèges. En fait, tu veux les mêmes privilèges que les mecs, mais tu veux pas l'égalité parce que t'es d'accord de continuer d'opprimer d'autres gens. Donc pour moi, ça peut pas fonctionner et je suis ok avec ça. Je commence à me dire que je suis ok avec ça. Il y a un truc que je commence à vivre avec, c'est inconfort quand je vais à la grève féministe de Lausanne. J'ai déjà dit, j'adore cette grève. C'est tellement beau comme elle existe. C'est organique, c'est du terroir, c'est magnifique. Mais elle est beaucoup trop grande pour qu'on soit tous d'accord dedans. Je sens parce que selon le groupe dans lequel je suis, selon des discussions que j'ai avant, après la grève, tout ça, on n'est pas sur le même spectre en fait du féminisme. Mais je suis là, la sororité politique, je suis là, c'est super. On va toutes et tous y aller le 14 juin pour faire cette grande masse violette qui est magnifique à voir. Je suis trop touchée à chaque fois. Et en plus, je peux y aller parce que la grève féministe toujours exprimé, et puis de plus en plus l'exprime quand même, qu'elle est trans-inclusive. Elle exprime toutes les considérations classistes, racistes au mieux possible. Donc je peux me sentir fédérée. Mais je suis pas à l'aise. Parce que je suis là, genre, c'est un geste politique, mais on peut pas être meilleurs potes. Et puis c'est ok. En fait. C'est pour ça que je te dis que moi j'ai trouvé du réconfort dans la position de Bell Hooks, parce qu'en fait, vu que les ingrédients pour avoir une sororité politique, c'est la lutte contre le sexisme, dans laquelle moi j'ai mis les TERF, mais on le précise, la lutte antiraciste et le classisme, plus le validisme, en fait à partir du moment où une femme ne remplit pas
ces critères-là, c'est pas ma sœur politique. Ouais. Du coup, moi, ça m'aide justement. Parce qu'on a eu ce questionnement par rapport à des féministes racistes qui disent que oui, il y a des violences faites aux femmes, mais elles ne sont faites que par des hommes ressortissants étrangers, noirs, albanais, et que c'est eux qui devraient aller en prison, qu'aucune femme n'est battue par un homme blanc et qui véhicule des images racistes, des messages racistes, pardon. Il y a aussi des femmes sionistes qui sont pour l'occupation, pour ce qui est en train de se passer sur la bande de Gaza. Et pour moi, elles ne remplissent pas les critères de rentrer dans la sororité politique. En fait, c'est ça qui m'autorise à décider qui est ma sœur ou non, et ma sœur pas au sens de je t'aime, mais au sens de on peut embrasser une lutte ensemble ou pas. Et du coup, ça me permet dans le cortège de me dire je sais où je suis et avec qui je navigue. Les autres, j'ai pas envie, ils sont pas intégrés au cortège, quoi. Du coup, ça m'aide à me sentir à l'aise et à me dire je fais partie de cette masse politique où sur plein d'aspects on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes vécus, mais en tout cas si ces 4 critères ils sont remplis, je suis d'accord de lutter avec vous. Oui, exactement. Même si peut-être on raisonne pas exactement pareil. Exactement. Et j'aimerais peut-être m'arrêter 2 secondes sur un truc. J'y réfléchissais l'autre jour. Parce qu'il y a quand même cette notion de faire des alliances pragmatiques. Nous deux, on n'est pas politiciennes, on n'est pas en politique, donc c'est plus simple aussi. Mais si tout d'un coup, tu es dans une situation politique où tu dois faire des alliances pour avancer des agendas, tout ça, il y a ce truc où oui, je peux m'allier à d'autres féministes, même si je sais que c'est des turfs, ou je sais qu'elles portent des positions avec lesquelles je suis absolument contre. Moi, je pense que tu te heurtes vite à un mur. Parce que, prenons l'exemple des turfs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être féministe, mais que tu exclues les personnes trans ? Parce que moi, je pense que le problème principal que ces gens ont avec les personnes trans, c'est que ça remet en question la binarité de genre. Ça met en question un ordre politique, en fait. Parce que du moment que tu dis « Ah ouais, le genre n'est pas biologique. Ah ouais, il n'y a pas que 2 genres qui existent. Ah oui, on peut changer de genre. » Tu remets en question cet ordre. Mais comment tu peux être féministe sans remettre en question ça ? Moi, je ne comprends pas, en fait. Tu veux juste dire « Non, il y a des femmes qui existent. Non, il y a des hommes qui existent. C'est juste qu'on veut les mêmes droits. » Quels droits, meuf ? Oui, et puis ça essentialise en fait, et ça biologise, du coup ça va à l'encontre du propos, puisque tu réessentialises les femmes et les hommes, et donc tu pars du principe qu'il y a une réalité biologique. Exactement. Or, c'est tout ce contre quoi on lutte. Tu te bats pour quoi du coup ? Tu te bats pour l'égalité salariale, nice, très bien, merci. Ensuite, tu te bats pour quoi ? Droit d'avortement ? Mais là, on a vite un problème. Parce que si tu penses que les femmes, c'est des femmes parce qu'elles ont un utérus, tu peux vite penser que faut qu'elles soient mamans. Bah bien sûr. Et là, on est tout de suite pas d'accord. Et d'ailleurs, on sait que ça existe des espèces de féministes UDC qui sont contre l'avortement. Donc, à un moment donné, c'est illusoire ces espèces d'alliances pragmatiques. Je pense qu'elles peuvent fonctionner 2 secondes pour peut-être un point. Tu vois, si peut-être tu veux passer une loi en effet sur l'égalité salariale, super, on y va, on vote ensemble. Mais ça veut pas aller très loin en fait, ce genre d'alliance. Et puis, je voulais parler du mot adelphité, qui est un mot utilisé par les personnes trans et non-binaires, parce que c'est un mot qui est non-genré, enfin qui englobe homme-femme, c'est pas comme fraternité ou sororité. Et j'aimerais aussi dire que ce que je trouve très beau dans les personnes que je connais qui sont non-binaires ou trans, c'est que c'est une forme de liberté tellement ultime de sortir de la binarité de genre quand même. S'il y a un truc avec lequel on est éduqué, pire que tout en fait, c'est la binarité de genre. Moi j'ai mis longtemps à déconstruire que c'est pas une réalité biologique. Enfin d'être capable comme ça de le déconstruire en toi, dans ton corps, je trouve que c'est une forme de liberté ultime. Et du coup une forme ultime d'être proche de la vie et pas des cases. Et je trouve ça beau et je serais fière d'être adelphe, je vais dire ça aussi. Moi aussi, c'est vrai que cette liberté qui malgré tout est méga difficile dans ce qui est reçu dans la société et tout, c'est vrai que c'est s'autoriser ça et sortir de ces cases, je suis d'accord avec toi, c'est... Je trouve ça incroyable. Moi, je voulais changer de sujet par rapport aux personnes trans. Et parlons de racisme. Par exemple, d'être féministe, mais d'être pour l'interdiction du foulard, du voile. T'es encore une fois en train d'imposer aux femmes comment elles doivent s'habiller dans l'espace public. Donc comment tu peux prétendre être pour l'autonomie corporelle des femmes et faire ça ? Moi, c'est ça, en fait. Je voulais juste illustrer et dire, en fait, des espèces d'alliances pragmatiques, là, j'y crois pas, parce que tu te heurtes vite à des problèmes philosophiques. Bah, bien entendu. Mais pour moi, ça rejoint les questions de la prostitution, l'abolitionnisme. Je trouve que c'est des questions qui sont éminemment compliquées et qui font, effectivement, qu'à un moment, tu te retrouves coincé. Partir du principe que c'est pour protéger les femmes qu'on leur interdit quelque chose, pour moi, c'est un non-sens. Ouais. En fait, c'est pas ça la question. C'est qu'est-ce qu'on crée comme cadre légal pour créer de la sécurité, pour créer de la liberté, etc. Quand tu fais ça, t'as une attitude soit raciste, soit infantilisante, soit moralisatrice. Dès que tu commences à mettre de la morale dans les choses, tu passes à côté du vrai sujet, quoi. C'est ça, exactement. C'est comment on fait en sorte que les femmes vivent dans les meilleures conditions. Et quand je dis les femmes, c'est pas les femmes au sens biologique. Les minorités de genre vivent dans les meilleures conditions sans décider pour elles. J'aimerais tenter une conclusion de cette partie-là. Ouais. Aujourd'hui, je trouve qu'il se passe un truc sain.
dans la sororité. C'est qu'on a été longtemps élevés, éduqués et biberonnés à des images de femmes qui sont en compétition entre elles. On a été clairement divisés pour être mieux dominés. Aujourd'hui, on prend conscience de ça, on veut guérir ça. Du coup, on part un peu dans l'autre pôle et on dit non, mais il faut qu'on soit unis là. Il faut absolument qu'on soit unis. Il faut qu'on soit une unité ensemble, homogène, comme ça, un groupe étoilé avec du soleil. Et après, on réalise en fait que déjà, c'est pas possible parce qu'on est que des gens et on est que des êtres humains et on peut pas s'entendre avec tout le monde. On a notre lot de blessures. Mais aussi, on réalise que politiquement, on a envie de poser des limites très claires pour tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Et du coup, moi, aujourd'hui, je réclame le droit qu'on soit plus divisé. Et c'est ça qui est sain, moi, je trouve. De me donner ce droit humain de pas fucking être d'accord avec tout le monde juste parce qu'on est soi-disant des femmes. Et je trouve ça cool, je trouve ça libérateur aussi. Putain, je suis pas obligée d'être d'accord avec toutes les meufs que je connais, bordel. Ah mais en fait, ouais, t'as raison. Voir la sororité comme étant un outil politique, c'est aussi libérateur de sortir du regard naïf qui nous oblige à aimer tout le monde. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé ça hyper lourd, en fait, de devoir aimer tout le monde. Ouais. Parce qu'en fait, j'y arrivais pas du tout, déjà. Et surtout, ça ressemble très fort à d'autres injonctions qu'on fait aux femmes. Sois gentil, aime tout le monde. Enfin. Exactement. On vient de faire une pause. On a mangé une superbe salade que t'avais faite. Avocat, fenouil, citron. Donne pas ma recette, c'est la recette de ma grand-mère. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout la recette de ma grand-mère, c'est moi qui l'ai inventée. Et puis, au nom de la sororité, tu peux partager les recettes quand même. Absolument, c'est délicieux. Vas-y, redis ce qu'il y a dedans encore. Avocat, fenouil, citron, sel, poivre, c'est tout? T'as oublié un truc très important. Les olives à côté? Non. Le vin, non. La nette. Ah oui, il y a de la nette. J'ai assimilé ça au fenouil. Et beaucoup d'huile d'olive. Ok, c'était très bon. Merci. Et on va faire la dernière partie qui s'intitule très savamment « Que faire aujourd'hui de tout ça ?» C'est ce qui est écrit dans notre... On aime les titres. Sororité, oui, mais quoi et comment? Et pourquoi? Et pourquoi? Et puis quand? Donc, on a parlé avant de cette crainte de sembler comme si on se crêpait les chignons entre femmes et cette pression, cette injonction du coup d'absolument aimer toutes les femmes autour de soi et d'être dans une unité parfaite et magnifique. Mais j'aimerais faire... un retour par rapport à ce que j'ai dit au début, cette blessure profonde que j'ai vécue à un moment donné dans ma vie. Et ça impacte mes relations aux femmes aujourd'hui. Ok. On parle beaucoup de red flags avec les mecs. Moi, j'ai des red flags avec les femmes que j'aimerais partager. Et je pense personnellement que c'est important d'en parler parce que ça sert à rien de continuer de faire semblant que c'est pas là. Et j'ai aussi une interprétation qui m'est propre, personnelle, que je vais faire à ça. Donc, faites la part de mon interprétation et de l'état des lieux. On a parlé au début de cette éducation à être séparée, à être objectivée, à être en compétition, à voir les femmes comme objets, à se voir nous-mêmes comme objets. Et je pense que vraiment dans cette éducation patriarcale, j'ai été éduquée en fait à ne pas avoir d'empathie pour les femmes et avoir de l'empathie pour les hommes. C'est la fameuse empathy. En tant que femme, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir d'empathie pour les autres femmes? C'est que tu n'as pas d'empathie pour toi-même. Et je pense qu'on est toutes, malheureusement, un peu brimées par cette éducation patriarcale. Du moment qu'on n'a pas beaucoup d'empathie pour nous-mêmes, difficile de l'avoir pour les autres femmes. Et moi, le red flag que j'ai dans mes amitiés, c'est quand je sens un manque d'empathie envers moi, mais pas qui est dû juste à une différence de vécu ou qui est dû parce que, je sais pas, des fois on n'a pas d'empathie pour certaines situations ou pour certaines personnes, mais qui est dû de cette blessure patriarcale que les femmes peuvent avoir, qui fait qu'elles sont en incapacité de me tendre de l'empathie. Et c'est quelque chose que je sens dans mes tripes parce que j'ai appris à le reconnaître, mais qui peut aussi se traduire par des actions, des trucs monstres concrets en fait, comme... On se voit et tu parles que des mecs. Comme on se voit et tu dis non mais j'ai invité tel et tel parce qu'on va pas être que entre meufs quand même. Et comme le manque de respect total que tu peux montrer envers mon temps. Par exemple, des amis qui m'annulent dernière minute parce qu'ils ont eu un imprévu. C'est bon, t'es pas ministre. T'as décidé de prioriser autre chose. Et ce que moi je retire là-dedans, c'est que tu priorises pas tes amitiés femmes. Tout ça, c'est des red flags de potes femmes qui me disent vraiment qu'elles m'humanisent pas, qu'elles ont pas d'empathie pour moi. Je sais que c'est pas personnel, mais c'est juste qu'elles peuvent pas le faire pour une autre femme. Et moi ça, j'arrive pas à être pote. J'arrive pas à être amie. Quand je t'écoute, je trouve ça trop intéressant. Je me dis, est-ce que c'est une forme d'exigence supplémentaire que tu as vis-à-vis des femmes pour qu'elles te montrent qu'elles sont là pour les bonnes raisons et qu'elles sont au même niveau de ce que t'attends, à savoir... quand on prend un engagement ensemble, on le tient. Évidemment, il y a des aléas de la vie dont on ne parle pas, mais
en tout cas qu'elle s'intéresse à toi de façon réelle et profonde et qu'elle te priorise quand vous avez un truc de prévu et que tu sens qu'il y a du soin qui est porté à votre relation. Enfin, la question que je pose, c'est est-ce que tu es plus exigeante du coup vis-à-vis de tes relations avec les femmes que de tes relations avec les hommes? Je pense qu'avec les hommes, j'aurais d'autres red flags. Et puis pour moi, c'est même pas une question de comparer mon attitude envers les uns et envers les autres, envers les unes et envers les autres, parce qu'elle sera pas la même de toute façon, parce que l'état des lieux n'est pas le même, la manière dont nous relationnons n'est pas la même. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose aussi, c'est que je poserais même pas la problématique dans des termes d'exigence, moi qui ai des exigences envers quelqu'un d'autre. C'est plutôt dans cette histoire en fait de création de sororité, de création des solidarités, c'est que je remarque qu'il y a une entrave à ça dans l'intime. Donc je parle plus du politique, je parle de l'intime. Il y a une entrave à la création des sororités avec les femmes que je connais. Avant, j'ai parlé d'incapacité. Je n'oserais pas parler d'incapacité, je parlerais plutôt d'éducation ou de construction. C'est qu'il y a cette construction que nous avons toutes subie où l'on va manquer de l'empathie envers les autres femmes, en fait. Et le manque d'empathie, le manque d'humanisation, après, vient avec un certain manque de respect, un certain manque de soin. C'est pour ça que j'ai pris les exemples de l'annulation dernière minute, de la non-valorisation des moments passés entre femmes et tout ça. Moi, je pense que ce serait bénéfique quand on parle collectivement. C'est cette histoire de la hiérarchisation de l'empathie et qui se manifeste comme ça, à mes yeux, dans les relations entre les femmes. Ce que je trouvais intéressant hors micro, c'est que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est en fait une forme aussi de méfiance. Mais est-ce que tu arrives à accorder ensuite ta confiance de façon pérenne, ou est-ce qu'il y a cette méfiance qui est toujours là? Est-ce que tu es toujours vigilante? Non, justement, moi je dirais pas que je suis méfiante. Moi je dirais que souvent je rencontre des femmes que je trouve incroyables et je les trouve super et j'ai envie de passer du temps avec elles. Et puis à un moment donné, je me heurte aux problématiques que je viens de mentionner et ça me blesse. Okay. Par contre, je pense que je suis en effet très sensible à ça, mais j'aime pas non plus dire ça. Ça revient presque à ce phénomène, à pathologiser en fait quelqu'un dès que cette personne critique quelque chose de sociétal en fait. C'est la même chose qu'on fait aux féministes quand elles critiquent l'attitude du patriarcat et des hommes, on va leur dire, moi on m'a déjà dit ça sur les réseaux sociaux, oh là là mais qu'est-ce qui t'est arrivé quand t'étais petite toi? Ramener le discours à un endroit où une personne serait biaisée par un vécu personnel. Mais du coup, peut-être je devrais arrêter de parler de ma blessure au niveau de la sororité parce que je sais pas, est-ce que ce que je dis en fait résonne? Est-ce que c'est à côté de la plaque? Ah non, je pense que c'est une évidence. Est-ce que ce serait intéressant qu'on se remette en question là-dessus, qu'on déconstruise ça, quitte à me dire que j'ai tort et que c'est mon vécu personnel, mais voilà. Moi, en tant que femme qui cherche des amitiés avec les autres femmes, dans une société qui tourne autour du couple hétérosexuel, autour de la famille hétéropatriarcale, et qui clairement ne valorise pas des masses les amitiés entre les femmes, genre évidemment que je suis en second plan avec ces femmes hétérosexuelles. Je sais pas, est-ce qu'on devrait pas, genre, toutes et tous être sensibles à ça? Au fait que selon la position qu'on a vis-à-vis d'une autre personne, on est mis en second plan, voire en troisième plan, parce qu'on n'a rien à voir avec sa famille. Enfin, je sais pas. Ah oui, clairement. Non, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est drôle parce que j'avais pas du tout... j'avais pas posé des mots comme blessure et trauma, mais j'avoue d'avoir des images de choses que j'ai vécues qui ressemblent tellement à ça. Typiquement, une amie qui me dit en permanence qu'on se voit jamais assez, on se voit jamais assez. On arrive finalement à s'organiser pour se voir, mais au milieu d'autres personnes. Donc, on fait un dîner à 8 ou 10 personnes. Mm-hmm. Je m'assieds à côté d'elle exprès parce qu'elle me répète beaucoup son envie de me voir et donc ça me touche et puis j'ai envie qu'on partage des choses. Je suis assise à sa gauche et à sa droite, il y a un homme et en fait, elle ne m'a pas adressé la parole de tout le dîner pendant 3 heures. C'est horrible. Elle était tournée vers le mec. Et ça m'a vachement heurtée et c'est vrai que je l'ai pas problématisé. Je l'ai mis sur elle à ce moment-là. Mais en fait, si je commence à dézoomer, à regarder et à cumuler ce genre d'expériences, elles se reproduisent très régulièrement, effectivement. Ouais, et en fait, je vais réagir en 2 pour 1 à ce que tu as dit, mais moi aussi, j'ai des images de potes qui littéralement me tournent le dos pour regarder un autre mec qui n'est même pas nécessairement leur mec, juste un mec dans notre entourage. Et c'est vraiment blessant. Parce qu'en général, on s'excuse quand on tourne le dos à quelqu'un. Moi, des fois, même dans des groupes, je parle à quelqu'un et je réalise que j'ai quelqu'un derrière moi. Peu importe qui c'est, je m'entends, je dis « Oh putain, je suis désolée, je te tourne le dos. Ouais. » Mais ma pote qui littéralement, mais comme un aimant, se tourne et j'ai son dos devant ma gueule parce qu'il y a un mec qui est là,
c'est blessant. Et j'ai aussi un autre exemple que j'aimerais partager, parce que comme tu dis, on n'a pas tendance à problématiser, ou on problématise d'une manière qui va venir alimenter davantage la misogynie intégrée ou le fait qu'on se crêpe les chignons. Mais si on fait un zoom, comme tu dis, ça rejoint ce que tu mentionnais avant par rapport à ce documentaire qui analyse comment on découpe le corps des femmes dans les films et que du coup, nous les femmes, on se le fait nous-mêmes. J'ai l'exemple d'une amie, que ça faisait des semaines que je l'avais pas vue, on se voit, c'était l'été, elle me dit pas bonjour, elle me voit de loin, puis elle me crie « Il est tellement court ton short, on dirait que t'es nue !» Et à l'époque, je peux vraiment dire que ça m'a blessée. Et je me rappelle que ça m'a pas blessée parce que on me disait que mon short était court ou quoi que ce soit. Ça m'a blessée parce qu'on m'a pas dit bonjour en fait. Et ça rejoint aussi de nouveau ce manque de humanisation, de respect, d'empathie et le minimum de politesse en fait. Dis-moi bonjour s'il te plaît, ça me blesse que tu me dises pas bonjour. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que je comprends quand tu dis genre j'ai pas mis dans des mots comme blessure traumatisant, mais parce que sociétalement on considère pas les amitiés entre femmes comme dignes de ces termes-là qui sont quand même graves et qui ont un poids. Tu vois, on est blessé par son père, les fameux daddy issues, on est blessé, traumatisé par un ex, par des hommes quoi en fait. Et on va jamais dire je suis blessée, traumatisée par mes amies féminines parce que c'est pas des histoires importantes en fait, c'est pas des histoires dignes de traumatisme. Ouais. Et en fait, ça rejoint la question de la hiérarchie des relations. Exact. Il y a la famille et le conjoint, disons. Et puis, pour moi, si on sort de la sororité politique, si on parle juste de la sororité amicale, de la part de nos sœurs réelles, celles qui nous ressemblent, celles qu'on a choisies, leur redonner la place qu'elles méritent au sein des relations qui sont importantes et qui peuvent nous blesser fort. Exact. Et du coup, d'accorder du soin, en fait. Ouais. Et puis moi, je me rappelle, je fais une transition là, mais quand j'ai commencé à voir un psy, je me rappelle très bien d'une séance, c'était genre la 3e séance ever, qui est devenue monstre importante, mais parce que j'ai parlé d'une amitié. Et je me rappelle du manque de sentiment, de légitimité, est-ce que c'est un sujet réellement ? Puis je me rappelle même que mon psy à l'époque, au début, il a un petit peu trivialisé le truc, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'était un vrai sujet pour moi. Et c'est fou. Pourtant, les amitiés, c'est des relations comme les autres, mais on est obsédé. Déjà, quand t'écoutes des fois de podcasts sur la psychanalyse, et en fait, il y a tout le temps ce truc où on ramène toutes les choses au père, à la mère, et à la binarité de genre, aux relations hétérosexuelles, et tout doit se ressembler, tu vois. Donc en fait, si t'es hétéro, une relation avec les autres femmes, elle peut pas avoir sa propre place, quoi. On doit toujours ramener ça au père ou à la mère. Et j'écoutais un podcast genre France Culture qui analysait Harry Potter et qui comparait la relation de Harry avec Hermione, sa pote femme, comme une figure maternelle. Je suis là, mais pas du tout, ils ont le même âge. C'est pas du tout une figure maternelle, c'est sa meilleure pote. Et c'est une relation amicale, d'égal à égal, en fait. C'est quoi tout le temps ramener des choses à du patriarcat, en fait, à des relations qui sont reconnues comme telles dans le patriarcat. Là, des amitiés entre femmes ne le sont pas. Et voilà, j'aimerais réclamer mon droit d'être traumatisée par mes amitiés avec les femmes. Ah bah, je te comprends. Je te comprends et je partage complètement ce constat. Mais peut-être que j'ai fait le chemin dans le sens inverse de toi. Je suis pas partie d'un trauma, mais je suis arrivée à un trauma de toute façon. Mais moi aussi, je suis désolée parce qu'en fait, peu importe, le résultat est le même. Et puis ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il y a eu des choses qui se sont distendues, voire brisées pour toujours, parce que ma sororité n'était pas partagée, parce que l'intention que je mettais dans la relation n'était pas partagée. Et du coup, en fait, je pense que c'était ce truc de soin. Ce mot, pour moi, il a vraiment énormément d'importance, parce qu'en plus, on le plaque souvent sur les femmes. Et en fait, tu te rends compte que le soin, il n'est pas pour tout le monde, même si c'est les femmes qui en sont garantes. Exactement. C'est pas parce que les femmes sont porteuses de soins qu'elles sont porteuses de soins auprès des autres femmes. Et du coup, j'ai pensé que entre femmes, comme on avait toutes eu cette éducation aux soins, on allait se soigner entre nous. Et en fait, c'est là l'énorme erreur. Et pour moi, c'est là l'énorme blessure. C'est de me rendre compte que ça aussi, c'était une forme de naïveté. Exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. C'était très bien exprimé, merci. Et tu me tends la transition parfaite pour un autre sujet que je voulais aborder. C'est que, j'ai déjà mentionné que je vois un psy depuis longtemps. Et en fait, je vois un psy mec. Puis c'est questionnant. Bizarre. Mais ouais. Mais qu'est-ce qui te... What ? C'est questionnant. Et en fait, à l'époque, quand j'ai contacté ce psy, j'ai pas trop réfléchi longtemps, en fait. J'ai pas mené une réflexion si je voulais un psy mec ou un psy femme, mais toujours est-il que je suis allée instinctivement vers un psy mec. Et du coup, depuis des années, je me questionne, genre, mais pourquoi je suis allée vers un psy mec, quand même ? Est-ce que je suis allée naturellement vers un mec parce que, le patriarcat, quand même, te martèle que c'est les hommes les protecteurs, ou c'est les hommes qui en savent mieux, ou c'est eux les autorités. Donc tout ça, je pense, a joué un rôle.
évidemment, mais ma réalisation relativement récente... C'est ce que tu viens de dire, en fait. C'est que certes, les femmes ont été éduquées pour être porteuses de soins et d'empathie et tout ça, mais en effet, comme on l'a déjà dit, quoi, ce soin et cette empathie est réservé uniquement à des personnes privilégiées, et par excellence les hommes et les hommes blancs. Et l'expérience avec mon psy m'a permis de prendre conscience d'un phénomène, quand même, parce que je tiens aussi à préciser que j'ai pas cette attitude-là du tout avec d'autres professionnels, en fait. Même pas avec d'autres professionnels du soin, genre avec les médecins, j'ai pas du tout cette attitude-là, je me dis pas du tout je suis mieux d'aller voir un homme qu'une femme. Avec les architectes, je suis pas comme ça. Avec les pilotes d'avion, je suis très contente de voir une pilote femme. Mais en fait, c'est que là, on parle d'un type particulier de soins. La thérapie est, je pense, l'endroit par excellence où on véhicule cette fameuse empathie, où on véhicule le vécu subjectif des personnes. C'est la subjectivité qui est mise en avant, qui est utilisée pour effectuer un type de soin, en fait. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai réalisé un truc. Dans cette éducation que nous avons toutes et tous, c'est-à-dire de donner l'empathie plus à des personnes privilégiées et moins à d'autres personnes, différence cruciale entre les hommes et les femmes, c'est que dans la même éducation, les femmes n'ont pas été éduquées à avoir de l'empathie pour elles-mêmes parce qu'elles sont des femmes, donc pas dignes d'empathie dans ce système, alors que les hommes, ils ont beau avoir été éduqués pour pas avoir d'empathie pour les femmes aussi, mais ils n'ont pas intégré qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de l'empathie pour eux-mêmes. Ils n'ont pas intégré que leur vécu n'est pas très important, ils n'ont pas intégré ce truc que nous les femmes nous avons à s'excuser trop, à minimiser nos souffrances, à minimiser la douleur, à mettre les autres en avant au détriment de nous-mêmes. Ils n'ont pas intégré tout ça. Et j'ai quand même senti, avec cette expérience de psy, donc que j'avais plus de chances d'obtenir une bonne thérapie de la part d'une personne qui est capable, qui est construite pour avoir de l'empathie pour elle-même, a.k.a. mon psy mec. Parce que je me dis, certes, c'est un mec, certes, il n'est pas éduqué pour avoir de l'empathie pour moi, mais s'il est compétent, et si le cadre de la thérapie, il est assez propre, il a des limites claires, et puis il est compétent, en fait, tout simplement, moi, j'ai senti qu'il y avait plus de chances qu'il développe cette considération, ce respect, cette empathie dont j'avais besoin. Et je parle de ça parce que, et je me répète peut-être, mais je pense vraiment que c'est là-dessus que nous, les femmes, nous devons nous regarder dans le miroir, et c'est là-dessus qu'on devrait, à mes yeux, travailler, c'est exorciser ce male gaze pour avoir de l'empathie pour nous-mêmes, pour être capable d'avoir de l'empathie pour les autres femmes, pour accéder enfin à une vraie création de sororité et de solidarité, parce que finalement, le boys club, la solidarité entre les mecs, c'est un truc du feu de Dieu. C'est un truc qui marche très bien. Alors évidemment, ce que je viens de dire, ça n'explique pas du tout de pourquoi ça marche aussi bien. Ça marche bien pour plein de raisons. Mais à ce jour, les hommes... on dit souvent les hommes, ils manquent d'empathie. Moi, je pense pas du tout qu'ils manquent d'empathie. Ils ont subi la même éducation que nous. Donc, ils manquent d'empathie envers nous, mais ils manquent pas d'empathie envers eux-mêmes et envers les autres mecs. Donc, si on veut un truc solidaire, c'est ça, quoi. Arrêtons l'objectification des femmes. Arrêtons-la d'abord nous-mêmes. Et allons beaucoup plus vers l'humanisation. J'entends complètement et je partage cette histoire d'empathie. Sortir du regard des hommes pour exister sans leur regard, pour pouvoir se trouver des qualités qui ne correspondent pas à ce qui est attendu de nous de la part du patriarcat. Du coup, d'être capable d'empathie vis-à-vis de soi-même, parce que sinon, c'est un combat permanent. Puisqu'on est filmé d'une certaine manière, on a le droit d'exister d'aucune façon. On n'a pas le droit de s'habiller comme on veut, on n'a pas le droit de prendre du poids, on n'a pas le droit de vieillir, on n'a pas le droit de faire une blague pas drôle, on n'a pas le droit de parler trop fort, donc c'est aussi se regarder avec des yeux qui ne sont pas celles des hommes, et donc de comprendre les codes qui font qu'on se regarde avec un filtre qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, et du coup, une fois qu'on l'a appliqué à nous, de pouvoir se regarder les autres femmes avec la même bienveillance, et encore une fois, ne pas être dans la caricature de la bienveillance pour toutes, mais d'être capable de valoriser les relations qu'on a autour de nous sans en prioriser d'autres sous des prétextes absurdes de il vaut mieux tourner le dos à ma copine que j'ai pas vue depuis 6 mois plutôt que de ne pas parler à un mec que je connais à peine, quoi. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, bienveillance, mais pas seulement, genre tout un tas de trucs qui sont pas les critères du male gaze. Peu importe ce que c'est, tu fais la révolution quand tu fais ça. Genre de dire ma pote est trop drôle, t'es déjà trop bien. Ou de dire genre j'aime bien ma pote parce que en fait quand elle est passionnée par un sujet, elle va à fond et elle t'en parle de manière vraiment trop intéressante. T'es déjà dans une appréciation subjective de la personne. T'es en train de la voir avec tes propres yeux évidemment, de qui elle est, d'apprécier ou pas qui elle est, même de la détester pour ça. It's fine. T'es déjà en
train de révolutionner. De la regarder, quoi. De la regarder Pour avec ce qu'elle d'autres yeux que le male gaze. Et je trouve méga important ce que tu dis, parce que, en effet, manquer d'empathie pour soi, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est en fait te juger avec un certain nombre de critères qui n'ont rien à voir avec rien. C'est juste des exigences donc, de la société. Et en fait, de te dire, selon le male gaze, est-ce que je suis assez belle ou un 8 sur 10 ? Et le male gaze veut que je sois maigre, super, je suis vraiment pile de bon poids, 58 kilos. C'est des critères, entre guillemets, objectifs dans le sens qu'ils peuvent se mesurer, pas objectifs dans le sens de la vérité. Ouais. Des critères objectifs qui n'ont rien à voir avec la subjectivité, qui n'ont rien à voir avec le ressenti. Donc c'est impossible d'avoir de l'empathie, ni pour soi, ni pour les autres. En fait, t'es complètement faux, en fait. J'adore la phrase 2 plus 2 égale à poisson. Ça veut rien dire. Tu peux pas être empathique parce que tu te trouves belle ou moche. Donc en fait, je suis d'accord avec toi que le but, c'est d'exorciser le male gaze. Et je vais m'avancer, je veux dire, sans ça, difficile d'avoir de la sororité. Parce que si on n'exorcise pas le male gaze, on est toujours fidèle et loyal à un regard masculin, un regard patriarcal, donc pas au regard des autres femmes. Bah bien sûr. Et aussi, on se prive de rencontrer des gens pour de vrai, quoi. C'est ça. On se prive de la vie. C'est trop super. C'était vraiment trop bien, ça. Comment c'était pour toi, Lirza, ce moment autour de la sororité ? J'ai trouvé très intéressant parce que il y a des choses, je pensais pas que j'allais dire ça. Je me suis sentie centrée et j'ai pu atteindre ce que je pensais et ce que je ressentais. Et ça, c'était très agréable. Et j'ai trouvé que j'ai été en communication avec toi parce que tu as dit plusieurs fois vraiment des choses qui faisaient parfait écho de ce que je disais, mais dit d'une manière différente ou vu d'un autre angle. Et du coup, c'était vraiment très très bien. Je te remercie. Et toi ? Ben, moi aussi, je te remercie. En plus, je sais plus, on l'a dit au début, c'est vraiment un épisode qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et puis pour toi, il a eu besoin de maturer. Et en fait, maintenant, avec le recul, je pense qu'il a eu aussi besoin de maturer. Parce que depuis 1 an, il s'est passé plein de choses. Et que j'ai un regard sur la sororité qui s'est à la fois dénaïvisé, enfin qui s'est précisé à plein d'endroits. Et cet échange-là, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a rappelé à quel point j'avais envie de chérir les femmes qui me sont proches, d'une part, et de continuer la lutte avec mes sœurs politiques d'autre part. Et que, ça donne envie de se retrouver probablement soit le 8 mars, soit le 14 juin, dans la rue, à se rappeler pourquoi on est là. Et j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin d'être dans la rue, mais d'ici là, j'ai envie d'y aller, quoi. Ok, c'est intéressant. Parce que moi, mon instinct, il est plutôt autre. Ah ouais Je me réjouis d'être en petit comité avec des couvertures et de parler avec juste des femmes qui essayent, comme moi, d'exorciser le male gaze. Créer une autre échelle au milieu, un truc du genre cercle de parole autour de l'exorcisme. C'est une idée, hein. Même pas. Enfin, c'est intéressant, parce que toi, t'as eu ce truc d'être dans la lutte, dans la rue, et moi, j'ai ce truc où j'ai envie d'être, pour rejoindre la conclusion qu'on a faite, dans la vie, c'est-à-dire faire la connaissance intime des gens avec d'autres critères. J'aime aussi aller dans la rue, et je pense que t'aimes aussi être dans la vie, mais je veux dire, mon réflexe... Moi, j'aime pas la vie. Pas ça. Ouais. Donc, soyons sœurs, soyons Adelphes, voilà. Liberté, égalité, Beyoncé. Eh ben, c'était les Poissons sans bicyclette qui sont hyper émus de cette fin de podcast. C'était un podcast féministe lausannois, produit à Lausanne dans un salon des poissons, avec la musique créée par les poissons. Si vous voulez participer et promouvoir notre indépendance et nous soutenir, nous avons un Patreon, dont l'adresse est la suivante. patreon.com/lespoissons sans bicyclette, tout en pluriel. Merci pour vos dons et à très bientôt. Bisous si consenti. Et j'ai envie de faire un gros câlin à Coraline qui n'est pas là ce soir. Bisous Coraline. Moi aussi, câlin Coraline. Ciao. Ciao, ciao.